Et si vous pouviez reprogrammer l'esprit des autres, rien qu'avec vos mots, repérer les manipulateurs et obtenir ce que vous voulez? Découvrez les techniques de psychologie noire, la PNL et la persuasion subliminale. Bonjour, je suis Gabriel Moreno et vous écoutez Psychologie noire. Apprenez les techniques de contrôle mental et comment analyser les gens pour influencer le comportement humain grâce à la manipulation cachée, au langage corporel, à la PNL et à la persuasion subliminale, mis à votre disposition par United Audiobooks français. J'espère que vous apprécierez mon livre audio. Commençons. Introduction. La psychologie en soi est un concept bien connu et couramment utilisé dans notre société. Nous recourons à la psychologie pour nous aider dans divers aspects de notre vie, qu'il s'agisse de nos relations personnelles, de nos habitudes alimentaires ou même du choix de la carrière qui nous convient le mieux. Comprendre qui nous sommes à un niveau profond est ce qui nous permet de nous exprimer et de rester fidèles à nos croyances. Mais il existe une autre facette de la psychologie qui traite des traits que la plupart des gens considèrent comme immoraux, et c'est ce que l'on appelle la psychologie noire. La psychologie noire aborde des thèmes tels que l'influence, la persuasion et la tromperie. En utilisant la psychologie noire à notre avantage, nous apprenons essentiellement l'art de la manipulation. Chacun de nous utilise la psychologie noire à un moment donné de sa vie. Certains l'utilisent à leur propre profit, tandis que d'autres ne réalisent même pas que leurs actions font partie de la psychologie noire. Dans tous les cas, l'objectif final est le même, obtenir quelque chose pour soi-même en utilisant les autres à ses fins. Dans certains cas, nous pouvons utiliser la psychologie noire sans nuire aux personnes qui nous sont chères, tout en continuant à gravir les échelons du succès tant dans notre vie personnelle que professionnelle. C'est, bien sûr, le cœur de la manipulation. À travers ce livre, nous discuterons des différentes manières dont vous pouvez utiliser les méthodes de la psychologie noire pour obtenir les progrès que vous désirez dans votre vie. Nous parlerons également du langage corporel et de son impact sur le contrôle mental. À travers le domaine de la psychologie noire, nous découvrirons des sujets et des techniques fascinants qui, sans aucun doute, ouvriront vos yeux sur les merveilles de l'esprit. Commençons notre voyage vers l'obscurité en découvrant comment fonctionne l'esprit et, à la fin de ce livre, vous saurez tout ce qu'il vous faut pour captiver les autres et devenir le leader que vous avez toujours rêvé d'être. Chapitre 1. Les bases de la psychologie noire. En essence, la psychologie noire fait référence à un ensemble de principes que les individus utilisent pour obtenir ce qu'ils veulent en exploitant les autres. Cela peut ne pas sembler attrayant au début, car personne ne veut être utilisé au profit d'une autre personne. Cependant, ce sont des méthodes que nous utilisons tous les jours sans même nous en rendre compte. Notre intention n'est pas d'exploiter les autres, mais nous l'avons tous fait. Et la raison pour laquelle nous continuons à le faire, c'est parce que nous savons que cela fonctionne. Apprendre la manière appropriée d'utiliser la psychologie noire à votre avantage pour obtenir le succès que vous recherchez sans aucun contretemps, c'est exactement ce que nous recherchons. Jetons un coup d'œil à l'histoire de la psychologie noire. L'histoire derrière la psychologie noire. La psychologie en général a été étudiée formellement depuis un peu plus de 100 ans. Bien sûr, les complexités de l'esprit et la façon dont nous percevons tout, des sensations aux émotions, ont été analysées pendant des siècles. La psychologie a autrefois été considérée comme faisant partie de la philosophie, ce qui a du sens lorsque l'on remonte aux premiers temps de la philosophie avec de grands penseurs comme Socrate et Aristote. Leurs premiers modèles nous ont permis de voir la nature humaine sous un angle différent, et tout cela est né de la manière dont nous percevons le monde qui nous entoure. Ce n'est qu'au milieu du 19e siècle que les scientifiques allemands ont commencé à mener des études portant à la fois sur la perception et les sensations, démontrant que les processus mentaux pouvaient être étudiés et évalués scientifiquement. En 1879, le philosophe et physiologiste allemand Wilhelm Wundt a établi le premier laboratoire spécifiquement pour la psychologie à l'université de Leipzig, en Allemagne. Wundt a commencé à étudier les émotions,
les sensations, les perceptions et les associations que ces patients établissaient entre leur environnement et leurs esprits. À partir de ce moment-là, les décennies suivantes ont apporté de nouvelles idées et découvertes à travers la psychologie, tant appliquée que fondamentale. Pendant cette période, nous avons assisté à l'évolution de la psychologie comportementale, évolutive, du développement social et occupationnel, pour n'en citer que quelques-unes. Et à travers tout cela, les psychologues ont commencé à comprendre que différents comportements conduisent à une gamme variée de personnalités. La connexion entre les pensées de l'individu, la façon dont il perçoit le monde qui l'entoure et les comportements qui découlaient de ses pensées est devenue une vision de la race humaine qui incluait non seulement les traits psychologiques classiques, mais aussi les traits noirs. Principe de la psychologie noire. Il existe plusieurs traits impliqués dans la psychologie noire, et ce sont les comportements et les schémas que les individus utilisent pour exploiter les autres et réussir. Ce sont des principes que nous utilisons tous, car il fait partie de notre nature humaine de vouloir nous démarquer et surpasser les autres. Certaines personnes se rendent compte qu'elles agissent ainsi et ressentent de l'empathie pour la personne qu'elles manipulent. D'autres, cependant, adoptent ces comportements délibérément, sachant qu'ils doivent de les utiliser pour obtenir ce qu'ils veulent. Cependant, certaines personnalités, dont nous parlerons dans un instant, peuvent adopter ces comportements et les considérer comme totalement acceptables, que quelqu'un soit blessé ou non dans le processus. Persuasion. La persuasion est le simple acte de convaincre quelqu'un de faire quelque chose. Cela signifie qu'on encourage activement quelqu'un à adopter certains comportements ou à dire des choses que nous souhaitons pour lui, et non ce qu'il désirerait nécessairement pour lui-même. La persuasion est un outil puissant dans la psychologie noire, car nous pouvons faire appel aux intérêts de la personne que nous cherchons à persuader pour obtenir le résultat que nous souhaitons. La persuasion trouve ses racines dans l'histoire de l'humanité et, comme on pouvait s'y attendre, elle a été largement étudiée pendant l'ère de la philosophie grecque. En conséquence, nous pouvons distinguer 3 grands modèles utilisés lorsqu'il s'agit de persuader. Ethos, c'est la méthode qui consiste à convaincre les autres que l'on possède de la crédibilité. Cela peut être un défi pour certains, mais l'utilisation de réalisations basiques, telles que l'éducation et le statut socio-économique, peut ajouter de la crédibilité. Lorsque les gens nous perçoivent comme crédibles, ils associent inconsciemment la confiance à nous ou à toute autre personne qui semble convaincante. Et comme nous le savons déjà, la persuasion consiste à convaincre quelqu'un de faire les choses différemment. Pathos, c'est la méthode que nous utilisons pour nous connecter aux émotions humaines. La plupart des gens sont persuadés par ce qu'ils ressentent face à une situation donnée. Nos émotions sont souvent le facteur le plus puissant qui nous pousse à changer nos comportements ou croyances, comme c'est le cas avec la persuasion. Pour cette raison, nous savons que la plupart du temps, pathos est la méthode la plus efficace pour persuader une autre personne. Logos, c'est la méthode que nous utilisons pour nous connecter à la logique. La logique peut être très puissante pour certaines personnes, surtout dans des situations où les émotions ne sont pas un facteur aussi fort. Logos nécessite de la recherche et de l'organisation pour être efficace, et il doit contenir des faits pertinents pour la situation et pour la personne que l'on cherche à persuader, pour qu'il soit réussi. Lorsque ces 3 méthodes sont utilisées ensemble, les résultats peuvent être surprenants. Si vous démontrez être une personne crédible, à travers des faits logiques et des émotions sincères, il serait difficile pour quelqu'un d'ignorer vos demandes. Manipulation. La manipulation survient lorsque nous tentons de contrôler une autre personne pour en tirer un bénéfice personnel. Il faut du temps pour cultiver ce comportement, car il nécessite de lire avec précision et de comprendre les autres pour pouvoir exploiter leur comportement. La manipulation peut prendre plusieurs formes, et parmi les tactiques les plus populaires, nous voyons des manipulateurs utiliser la peur comme moyen de contrôle, être passif-agressif ou utiliser la technique du gaslighting. Lorsqu'un manipulateur utilise la peur pour contrôler une autre personne,
il attaque essentiellement les insécurités de cette personne pour obtenir le résultat souhaité. En étant passif-agressif, le manipulateur dira ou agira de manière à provoquer de la colère ou du mécontentement sans être direct sur ses émotions. Cette absence d'émotion fait que la victime pense avoir fait quelque chose de mal, créant ainsi plus d'insécurité. En utilisant la technique du gaslighting, le manipulateur nie des événements ou des déclarations faites dans le but précis de faire douter la victime de sa propre réalité. Tromperie. La tromperie joue souvent un rôle important dans la psychologie noire. Une personne qui utilise la psychologie noire peut être considérée comme un séducteur noir, lorsqu'une personne ne peut pas persuader ou manipuler quelqu'un pour qu'il fasse ce qu'elle veut. Il lui reste la tromperie. Et avec la tromperie, nous disons ou faisons des choses qui convaincront quelqu'un de croire quelque chose comme étant une vérité, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Il existe certains types spécifiques de tromperie qu'un séducteur noir peut utiliser. Le mensonge est peut-être le type de tromperie le plus courant, car avec un mensonge, nous pouvons facilement déformer la vérité pour faire croire aux autres quelque chose qui est faux. Nous pouvons dire des mensonges pieux, des vérités à moitié, des mensonges délibérés, et aussi mentir par omission. Avec un mensonge pieux, nous disons des choses que nous ne voulons pas dire, mais ces choses sont souvent inoffensives. Nous pourrions complimenter quelqu'un pour une nouvelle tenue, afin qu'il se sente mieux, même si cette tenue ne nous plaît pas du tout. Les vérités à moitié sont utilisées pour cacher une partie de la vérité, tout en révélant un peu de détails. Elles sont utilisées lorsqu'une personne veut donner plus de détails sur une partie de la situation qui est positive, mais ment sur la partie qui pourrait être considérée comme négative. Un mensonge délibéré est une déclaration complètement fausse sur une situation quelconque, et le mensonge par omission est utilisé pour exclure des informations spécifiques. Dans chacun de ces cas, l'objectif est d'essayer de convaincre quelqu'un de quelque chose de précis en créant une réalité fausse mais favorable autour d'une situation. Utiliser les principes correctement. La plupart des gens utilisent les traits et principes dans leur vie quotidienne sans même s'en rendre compte. Cela s'explique par le fait que ce type de personne est empathique et se soucie vraiment des sentiments et des émotions des personnes qui les entourent. La manière dont ces principes sont utilisés dans ces situations est souvent inoffensive et réciproque entre les deux parties. Cet échange est ce qui aide de nombreuses personnes à réussir et à obtenir des choses qu'elles ne pourraient pas atteindre par elles-mêmes. De petits mensonges pieux et une certaine agressivité passive sont tout à fait normaux dans notre société. Malheureusement, il existe un certain type de personnalité qui ne voit pas la différence entre un mensonge pieux et un mensonge délibéré. Et ces types sont capables de porter cette psychologie noire à des niveaux très profonds et irréversibles. Les 5 traits de personnalité. Il existe 5 principaux traits de personnalité qui composent les divers types de personnalité tout au long de la nature humaine. Chacun de ces 5 grands traits représente un spectre de comportement. Par exemple, dans le cas du trait d'ouverture, il ne s'agit pas simplement de la capacité d'une personne à utiliser son imagination et à être créative, mais aussi de l'incapacité d'une personne à penser en termes abstraits. L'ouverture reflète la perspicacité et l'imagination, ainsi que le désir de rechercher de nouvelles expériences. La conscience fait référence à des comportements orientés vers des objectifs et à la capacité de contrôler les impulsions. L'extraversion est liée aux comportements sociaux ainsi qu'à la manière dont nous exprimons nos émotions. La gentillesse implique de l'affection, de la confiance et de la compassion. Le neuroticisme se caractérise par l'irritabilité, l'instabilité émotionnelle et les changements d'humeur. Plus tard. Maintenant que nous avons une meilleure compréhension des concepts de base de la psychologie noire, nous pouvons examiner de plus près certains des troubles de personnalité caractéristiques associés à cet aspect de la psychologie. Connus sous le nom de trio noir, il existe 3 troubles de personnalité spécifiques qui sont plus susceptibles d'utiliser la psychologie noire,
surtout sans remords ni regrets. Dans le prochain chapitre, nous discuterons en détail de la triade noire, afin de mieux comprendre ce qui rend ces personnes si uniques et particulières. Chapitre 2. La triade noire. Dans le monde de la psychologie noire, nous pouvons distinguer 3 traits de personnalité principaux qui composent la triade noire, le modèle de base de comportement des personnes qui utilisent régulièrement ce côté malveillant de la psychologie. Les personnes qui présentent ces traits psychologiques sont plus susceptibles d'être détachées de l'empathie et des émotions des autres et utilisent couramment les autres pour leur propre bénéfice sans remords. Ces personnes peuvent facilement s'engager dans des comportements considérés comme dangereux et peuvent eux-mêmes devenir des criminels en raison de leur manque de compassion envers autrui. Les traits de personnalité sont un spectre. Cependant, nous présentons tous un peu de ces traits par nature. Par exemple, le narcissisme est quelque chose que nous manifestons tous, mais c'est lorsque le comportement narcissique prend le contrôle de la plupart de nos actions, simplement parce que nous cherchons notre propre plaisir avant celui des autres, que nous devenons de véritables narcissiques. Il en va de même pour la psychopathie, qui est le manque de remords quant à la façon dont nos actions affectent les autres. Bien que cela ne soit pas courant, nous avons tous eu un moment dans notre vie où nous nous sommes émotionnellement éloignés d'une situation pour nous concentrer sur nos propres objectifs et obtenir ce que nous voulions. La véritable psychopathie se développe lorsque quelqu'un est prêt à aller assez loin pour causer du tort aux autres, qu'il soit émotionnel ou physique. Le machiavélisme est le 3e trait de personnalité attribué à la triade noire et représente la volonté de manipuler, par le biais de la tromperie, pour un bénéfice personnel. Chacun de ces traits, comme nous l'avons dit, peut être trouvé chez n'importe qui, à n'importe quel moment. Mais c'est lorsque le trait envahit une personne au point de devenir un aspect dominant de son mode de vie qu'elle entre dans la catégorie de la triade noire. Trouble de la personnalité narcissique. Dans le cas du véritable narcissisme, ceux qui en souffrent ont un grand sens d'eux-mêmes tout en recherchant une admiration infinie. Ces personnes feront également tout ce qu'il faut pour impressionner les autres, et il est fort probable qu'elles obtiendront les éloges qu'elles recherchent. Elles veulent être vues comme parfaites, ayant fait tout leur possible pour être le citoyen idéal. Mais ce n'est pas tout. Ces personnes sont également impatientes de donner leurs propres conseils et de dire aux autres comment ils doivent vivre leur vie, car cela leur procurera, encore une fois, l'admiration de leur pairs. Malheureusement, face à un narcissique, il est rare qu'un traitement soit proposé, car la personne atteinte de troubles de la personnalité narcissique ne voit souvent rien de mal dans son comportement. Le simple fait de lui faire savoir qu'elle pourrait avoir un trouble de la personnalité peut la faire sentir que la réalité qu'elle a créée autour de son image est en train de s'effondrer. Le jugement et les critiques qui surgissent d'une discussion ouverte sur le narcissisme avec un narcissique peuvent souvent devenir verbalement agressifs, car le narcissique niera avoir fait quelque chose de mal. Même lorsqu'une personne essaie d'aider affectueusement un ami ou un proche qui présente des signes graves de troubles narcissiques de la personnalité, le narcissique ne verra pas cela comme de la compassion. Il verra cette personne comme quelqu'un qui essaie de détruire son caractère et de faire en sorte qu'il semble moins réussi ou parfait qu'il ne se voit lui-même. Le trouble de la personnalité narcissique peut se présenter sous différentes formes, parmi lesquelles les chercheurs ont spécifiquement reconnu 5 sous-types. Le narcissisme antagoniste, le narcissisme malveillant, le narcissisme manifeste, le narcissisme communautaire et le narcissisme caché. Psychopathie. Une personne qui manifeste de la psychopathie manque probablement d'empathie ou de compassion envers les autres. Le trouble de la personnalité psychopathe peut ne pas être évident immédiatement et, parfois, il peut même se présenter comme quelque chose de charmant. La véritable psychopathie peut englober tout, de l'impulsivité au mensonge pathologique, et il est souvent difficile de traiter une personne psychopathique avec des résultats favorables. Cela est dû au fait que, tout comme le narcissique, un psychopathe a une haute estime de soi et, en général, ne sera pas disposé à reconnaître ses erreurs.
Un véritable psychopathe, bien que rare parmi la population, peut causer une grande destruction dans la vie des personnes qui l'entourent. Certains psychopathes en sont venus à commettre des crimes atroces et, rarement, semblent se repentir de leurs actions. Une personne atteinte de troubles de la personnalité psychopathe sera souvent impulsive et incapable de contrôler son mauvais comportement. Elle montrera un manque de responsabilité, ainsi qu'une incapacité à accepter ses erreurs. La psychopathie est souvent associée ou confondue avec la sociopathie, et bien qu'elle puisse sembler similaire en surface, il existe des différences notables entre les deux pathologies. Le comportement sociopathe est souvent associé à des éclats de colère, à des difficultés à établir des liens émotionnels et à la reconnaissance de son propre mauvais comportement, mais en trouvant un moyen de le rationaliser. Cela ne veut pas dire qu'un sociopathe ne peut pas établir de liens, simplement qu'il est plus difficile pour lui et que cela prend plus de temps pour que ces liens se forment. Un psychopathe, en revanche, est plus susceptible de faire semblant de se soucier des autres, et ce comportement est directement le résultat de sa passion à travailler vers un objectif. Il sera incapable de voir quand les autres sont malheureux et sera presque incapable de nouer des relations émotionnelles. Encore une fois, nous présentons tous certains de ces comportements simplement parce que la nature humaine oscille entre le bon et le mauvais comportement. Ce sont nos capacités empathiques à nous connecter avec les autres et à nous mettre à leur place qui nous empêchent de tomber complètement dans la triade noire. C'est pourquoi il est si rare de rencontrer un individu qui manifeste vraiment ses qualités. Et puisque les personnes ayant ces traits de personnalité ne peuvent pas voir que leur comportement n'est pas bienvenu ou est malveillant, il est moins probable qu'elles reçoivent de l'aide. Tout comme le narcissique ne peut pas voir qu'il n'est pas aussi parfait qu'il se voit lui-même. Un psychopathe ne comprendra pas que son comportement fait du mal aux autres, car il ne peut pas ressentir la douleur que ressent une autre personne. Machiavélisme. Un machiavélique est un maître de la manipulation. Les personnes avec ce trait de personnalité sont souvent rusées et ont une passion qui les pousse à tout faire pour atteindre le pouvoir et le succès. Avec le machiavélisme, une personne se sent poussée à diriger les autres dans n'importe quelle situation, ce qui peut l'amener à persuader et mentir tout en manipulant pour arriver au sommet. Les chercheurs ont découvert que ce trait est plus courant chez les hommes que chez les femmes, et qu'il est plus fréquent chez les jeunes que chez les personnes plus âgées. Un machiavélique ne prendra pas le temps de réfléchir aux codes moraux ou à l'éthique avant d'agir. Ils aiment utiliser l'argent et le pouvoir pour construire leur succès personnel. Ces personnes ne s'arrêtent devant rien pour acquérir ce qu'elles considèrent comme précieux, et cela engendre un cycle presque imparable. Avec leur passion de se démarquer viennent les récompenses, et avec leur nouvelle richesse et pouvoir, elles continuent d'avancer et d'obtenir plus de ce qui leur procure satisfaction. Apparemment, c'est pour cela qu'un machiavélique ne sera jamais véritablement satisfait. Au contraire, il continuera à lutter pour atteindre le sommet tout en trompant les autres sans tenir compte des conséquences. Ce trait de personnalité est connu pour l'excès d'adulation, quelque chose qu'ils utilisent pour aider le machiavélique à gagner la faveur de ceux qu'ils souhaitent manipuler. De plus, ce trait se manifeste sous la forme d'une personnalité charismatique capable d'atteindre ses objectifs par un dialogue soigné et une manipulation subtile. La triade lumineuse. Peut-être vous demandez-vous, étant donné les recherches menées sur la triade noire, s'il pourrait également exister une triade lumineuse? Les chercheurs Scott Barry Kaufman, David Yaden et Elizabeth Hyde de l'Université de Columbia ont commencé à analyser les qualités qui font qu'une personne est moins susceptible de faire des choses pour son propre bénéfice en nuisant aux autres et plus encline à aider les autres parce qu'elle croit en le bien. La triade lumineuse, par conséquent, se compose de 3 idéaux principaux: le kantisme, la foi en l'humanité et l'humanisme. Le kantisme est l'idéal selon lequel nous traiterons les autres de manière à les aider, plutôt que de les utiliser comme un moyen pour atteindre nos propres fins. Avoir foi en l'humanité signifie croire que tout le monde a quelque chose de bon en lui, indépendamment de son comportement actuel
ou des choses qu'il a dites. Et l'humanisme est la compréhension que chaque individu a une valeur dans ce monde. Avec la triade lumineuse, nous cherchons essentiellement la valeur que chaque personne peut offrir pour rendre le monde meilleur. Il s'agit de ne pas perdre espoir ou se laisser abattre simplement parce que nous traversons une mauvaise passe ou une expérience difficile. Plus tard. Maintenant que nous avons une meilleure compréhension de la triade noire et de la manière dont ces traits de personnalité jouent un rôle dans la psychologie noire, nous pouvons envisager d'utiliser certains de leurs attributs à notre avantage, sans nuire délibérément aux autres. Comme nous l'avons déjà discuté, nous utilisons la persuasion et de petits mensonges pieux dans notre vie quotidienne pour nous profiter nous-mêmes. Ce sont des éléments de la psychologie noire, et nous pouvons apprendre à manipuler les autres pour notre propre succès en utilisant ces méthodes et d'autres. Dans le prochain chapitre, nous approfondirons ce qu'est réellement le contrôle mental et comment il affecte à la fois la personne qui l'utilise et celle qui en souffre. Chapitre 3. Persuasion, hypnose et contrôle mental. L'hypnose est souvent un sujet controversé, avec tous ses facteurs, allant des études scientifiques aux programmes gouvernementaux impliqués. Et bien que nous aimerions plonger profondément dans les méandres de la recherche sur l'hypnose et le contrôle mental, tout ce qui se fait dans un environnement clinique est souvent obscurci par l'éthique et les codes moraux. Bien sûr, il existe de nombreux films et théories du complot qui soutiennent la croyance que l'hypnose fonctionne réellement. Heureusement, le type d'hypnose et de contrôle mental que vous cherchez à utiliser dans votre vie quotidienne pour réussir ne nécessite pas de forcer quelqu'un à vous regarder en balançant un pendule d'un côté à l'autre. Au lieu de cela, vous utiliserez les émotions et le langage pour faire appel aux désirs internes d'une personne afin de la manipuler de manière subtile. Heureusement, cela signifie que vous n'irez pas aussi loin que de forcer quelqu'un à faire quelque chose d'illégal, simplement par l'hypnose. Mais ce que vous pourrez faire, c'est contraindre les gens à faire des choses en leur faisant croire que l'idée venait d'eux au départ, leur permettant ainsi de célébrer leurs grandes idées dans le processus. D'une certaine manière, tant que vous n'utilisez pas vos associations pour votre bénéfice personnel aux dépens des autres, il se pourrait même que vous découvriez que vous avez aidé d'autres personnes à accepter qui elles sont vraiment. Parce que, avouons-le, l'hypnose a souvent été utilisée pour aider les autres à surmonter leurs peurs et leurs traumatismes passés afin qu'ils puissent mener une vie meilleure. Manipulation émotionnelle. Les bases de la manipulation émotionnelle consistent à utiliser les émotions de l'autre personne comme base de votre contrôle. Ce faisant, vous travaillerez éventuellement sur ses peurs et ses insécurités jusqu'à ce qu'elle se sente dépendante de vous pour sa gratification. En général, la manipulation par les émotions se fait en créant une connexion intense avec l'autre personne, tout en la faisant reculer à chaque fois qu'elle semble gagner du terrain. Les maîtres manipulateurs font cela en prêtant une attention particulière aux peurs et préoccupations de la personne qu'ils souhaitent contrôler et, avec le temps, le manipulateur commencera à prêter de moins en moins attention à cette personne. Cela amène cette personne à vouloir de plus en plus captiver et plaire au manipulateur pour regagner cette attention qu'elle avait reçue auparavant. La forte connexion qu'une personne perçoit d'un manipulateur la fait se sentir validée et appréciée, surtout si cela survient après des années de se sentir ignorée. Le manipulateur se nourrit de cela, puis peut continuer à se nourrir des insécurités de cette personne pour qu'elle fasse les choses que le manipulateur veut qu'elle fasse. Au lieu d'exploiter les insécurités et les peurs de l'autre, l'utilisation de la manipulation émotionnelle pour atteindre le succès peut être exercée de manière éthique. Continuez à encourager et à célébrer les réalisations de la personne tout en utilisant votre connexion pour accomplir les choses que vous avez en tête. Cela devient un gain pour les deux parties impliquées. Programmation neurolinguistique cachée. Également appelé PNL caché, c'est l'acte de convaincre quelqu'un de faire quelque chose sans qu'il s'en rende compte. La PNL cachée peut fonctionner sur environ 20% de la population, et pour le reste,
C'est simplement un acte de persuasion une fois qu'ils ont atteint un état modifié de conscience. Vous vous demandez peut-être ce que je veux dire par un état modifié de conscience, et je vous assure que cela n'a rien à voir avec la médication ou l'alcool. Il s'agit simplement de l'utilisation d'outils linguistiques spécifiques qui convainquent la personne qui écoute de plonger dans son esprit et de se déconnecter de la réalité. L'utilisation de certains mots, tels que « relax » ou « imagine », peut avoir un grand impact sur la manière dont une personne assimile la conversation. Cela se produit également avec le sujet suivant, qui est l'hypnose conversationnelle. Mais avec la PNL cachée, nous nous concentrons davantage sur la manière dont la conversation et les mots spécifiques influencent la façon dont une personne commence à penser et à traiter les informations qui lui sont fournies. Et ensuite, ce qui est encore plus important, ce qu'ils feront dans un proche avenir avec ces informations. En utilisant cela à votre avantage, vous pouvez semer les graines de l'influence pour persuader une personne d'être d'accord avec vous sur certains sujets. Cela peut se produire dans la vie quotidienne ou lors de certaines occasions. Si nous observons l'impact général de la PNL cachée, nous pouvons convenir que certaines personnes sont plus familiarisées avec l'utilisation de ce processus et certaines sont considérées comme des experts. Pensez aux politiciens et aux journalistes et à la manière dont ils peuvent vous convaincre de croire certaines choses uniquement avec leurs mots. Vous pouvez utiliser cette même technique pour accomplir ce que vous voulez, mais tout comme l'hypnose classique, il est très peu probable que vous réussissiez à faire faire à une personne quelque chose qui soit en dehors de sa zone de confort. Hypnose conversationnelle. Avec l'hypnose conversationnelle, nous faisons référence à l'utilisation du langage de manière à permettre à une personne de se voir elle-même et de voir sa vie sous un angle différent. Cela peut provoquer un changement dans la vie de la personne. Tout comme avec la PNL cachée, l'hypnose conversationnelle vise à mettre une personne dans un état de transe tout en étant complètement consciente et éveillée. Cela est parfois considéré comme une forme indirecte de l'hypnose traditionnelle et se produit presque toujours sans que la personne se rende compte qu'elle est en train d'être hypnotisée. En pratique, une personne hypnotisée par une conversation peut être présente dans son environnement, mais son esprit est ailleurs. Contrairement à l'hypnose cachée, où l'hypnotiseur tente de pousser la personne dans un état de transe et commence ensuite à l'hypnotiser pour qu'elle fasse des choses, l'hypnose conversationnelle est davantage une entrée en transe consciente grâce à la facilité des mots. Nous faisons tous l'expérience de cela de temps en temps en rêvant éveillés. Ou, par exemple, lorsque nous lisons un livre et commençons à imaginer les décors et les personnages, les yeux grands ouverts. L'hypnose conversationnelle consiste en une approche douce pour amener une personne à voir les choses sous un autre angle. Parfois, elle est considérée comme une approche furtive de l'hypnose, car elle ne se produit pas de manière directe ou brutale. La meilleure façon d'utiliser l'hypnose conversationnelle est de raconter à quelqu'un une histoire vivante qui lui permette de tomber profondément dans cet état de transe où il peut commencer à visualiser et à se connecter avec les éléments de votre histoire. Cette histoire peut être édifiante et aider la personne à voir les possibilités de ce que vous suggérez, comme un nouvel endroit où vivre ou un nouveau travail. Lavage de cerveau. Le lavage de cerveau peut être considéré comme l'une des formes les plus extrêmes de persuasion et d'hypnose. En réalité, le lavage de cerveau nécessite qu'une personne se retire de son mode de vie actuel et s'adapte à un mode de vie imposé par celui qui effectue le lavage de cerveau. Cela rompt tous les liens que la personne avait en ce qui concerne ses relations et ses anciens emplois et la place dans une situation qui lui semble étrange et peut susciter des sentiments de peur et d'anxiété. C'est ici que le lavage de cerveau prend racine, car la personne essaie de trouver une solution à ses sentiments intérieurs en s'adaptant à la nouvelle situation par tous les moyens nécessaires. Cela pourrait inclure des mesures drastiques pour satisfaire le leader ou la personne qui l'a soumis au lavage de cerveau, et cela exige de l'humilité et de l'obéissance, souvent imposées par une pression sociale stricte, ainsi que des punitions psychologiques et physiques. Lorsque nous utilisons les théories de l'hypnose
et du contrôle mental pour progresser dans nos propres réalisations, recourir au lavage de cerveau devrait toujours être le dernier recours, si tant est qu'on y pense. Le lavage de cerveau évoque une époque de sectes et de suiveurs extrêmes, et nous savons tous que ces choses ne se terminent pas bien. Au lieu de laver le cerveau, en jouant avec les espoirs et les aspirations de quelqu'un d'autre, nous devrions appliquer nos méthodes de persuasion pour les aider à voir les choses à notre manière, ce qui serait une approche beaucoup plus efficace et morale. Technique de persuasion. Si vous n'avez jamais pris le temps de persuader intentionnellement quelqu'un de faire les choses à votre manière, ces techniques peuvent sembler un peu audacieuses. En réalité, cependant, nous utilisons tous certaines de ces techniques à un degré plus ou moins élevé tout au long de notre vie quotidienne. Être conscient de votre choix de mots, de la manière dont vous vous approchez des gens et de la façon dont vous maintenez votre dialogue au cours d'une conversation prolongée peut vous aider à persuader les gens avec facilité. Il va sans dire que garder confiance en votre approche est essentiel. Une personne qui manque de confiance ne pourra pas persuader les autres de suivre son chemin, car elle semera d'abord le doute chez la personne qui écoute sa conversation. Une personne sûre d'elle se présente comme une personne réussie, et ce sont ce type de personnes qui ont le plus de chances d'être écoutées et suivies. Nous pouvons utiliser les techniques de persuasion suivantes à notre avantage lors de la conversation, et surtout en les combinant avec d'autres formes d'hypnose et de contrôle mental. Créez une bonne relation avec votre auditeur en vous connectant à des idées simples sur lesquelles il est facile d'être d'accord. Cela gagne sa confiance et l'invite à vous écouter. Être trop brusque ou présenter des idées opposées à celles de votre auditoire peut les amener à vouloir quitter la conversation avant même qu'elle ne commence réellement. Expliquez ce que l'auditeur gagnera en suivant vos idées. Soyez précis dans vos propos et rappelez-vous d'utiliser des mots qui stimulent l'imagination pour amener la personne dans un état de transe. Parlez comme si suivre vos idées était urgent, et si vous vendez un article ou un service, vous pouvez faire en sorte qu'il semble qu'il n'y en ait pas assez pour tout le monde. Cela incite une personne à agir rapidement pour saisir l'opportunité. Généralisez, développez sur la manière dont cette méthode que vous essayez de vendre fonctionne pour d'autres personnes et comment le succès améliore leur vie. Connectez-vous avec votre groupe en utilisant la terminologie correcte, comme « nous » au lieu de « vous » ou « tu ». Si vous créez une distance avec votre auditoire, ils pourraient avoir l'impression que vous vous sentez supérieur à eux. L'unité du groupe repose sur l'empathie et la confiance. Pourquoi l'empathie est-elle si importante lors de la conversation? En bref, établir cette confiance et cette connexion initiale fait en sorte que l'auditoire sente qu'il vous connaît. De plus, ils commencent à sentir que vous comprenez ce qu'ils traversent et, parce que vous réussissez et êtes heureux avec les méthodes que vous essayez de leur faire adopter, vous avez les réponses qu'ils recherchent. Et qu'en est-il de l'état de transe? Pourquoi est-il si important d'induire une transe en utilisant l'imagination de votre auditoire? Lorsque nous nous laissons emporter par notre imagination, même lorsque nous sommes complètement éveillés et non nécessairement hypnotisés, notre esprit conscient s'efface et permet à une pensée moins critique et logique de prendre le dessus. Lorsque votre auditoire ne peut pas penser rationnellement pour éliminer les inconvénients de vos arguments, il est alors plus probable qu'il accepte ce que vous vendez. Plus tard, l'utilisation de la conversation comme un atout dans le contrôle mental et l'hypnose peut vous permettre d'aller bien au-delà de ce que vous attendiez initialement avec votre auditoire. Pour réellement contrôler la situation et comprendre qui est votre auditoire sans qu'ils aient à vous le dire, nous pouvons utiliser les techniques du langage corporel. Grâce au langage corporel, vous pouvez apprendre à communiquer de manière non verbale tout en détectant la présence d'émotions et de sentiments simplement par le comportement d'une personne. Dans le chapitre suivant, nous plongerons dans le langage corporel et comment vous pouvez l'utiliser à votre avantage, non seulement pour lire les autres, mais aussi dans la manière dont vous vous présentez devant votre auditoire. J'espère que vous appréciez mon livre audio jusqu'à présent.
Ce serait un plaisir si vous pouviez me dire ce que vous pensez de ce livre audio dans la section des commentaires ci-dessous. Nous vous serions reconnaissants de laisser un j'aime à cette vidéo et de vous inscrire à United Audiobooks français pour avoir accès à d'autres livres audio à succès à l'avenir. Par ailleurs, si vous souhaitez obtenir d'autres livres audio gratuits, veuillez cliquer sur le premier lien dans la description ci-dessous. Passons maintenant au chapitre suivant. Chapitre 4. Utilisez le langage corporel à votre avantage. Le langage corporel joue un rôle fondamental dans la manière dont nous communiquons. Parfois, nous hésitons à dire ce que nous avons en tête, mais cela ne signifie pas que nous puissions éviter d'agir de manière à révéler nos pensées. Lire les autres ne se contente pas de vous aider à évaluer votre auditoire, mais cela vous permet également de comprendre comment adopter l'image adéquate pour gagner la confiance de ceux que vous souhaitez manipuler. Même dans le cas des personnes les plus timides ou des plus bavardes du groupe, nous pouvons observer le langage corporel et les modèles de comportement pour comprendre comment une personne se sent à un moment donné. Parfois, il nous est difficile de cacher les émotions qui nous envahissent, surtout lorsqu'elles sont amplifiées par l'adrénaline, comme dans le cas de l'anxiété. Apprendre à reconnaître ces schémas de comportement chez les autres peut vous rapprocher d'eux de manière à gagner leur confiance et à vous présenter comme un ami compatissant. De plus, être conscient de la manière dont les autres se présentent nous permet d'identifier rapidement quand nous adoptons les mêmes comportements. Éviter les gestes nerveux dans nos propres actions nous aidera à cimenter le leadership et la personnalité réussie que nous recherchons. Les signes révélateurs du langage corporel. En ce qui concerne le langage corporel, il existe des signes positifs et négatifs qui nous montrent exactement comment une personne se sent et ce qu'elle pense. Les signes négatifs sont ceux que vous percevrez si une personne n'est pas intéressée ou se déconnecte de votre conversation, ce qui signifie qu'elle ne retiendra rien de ce que vous dites et ne vous trouve pas suffisamment fiable ou intéressant pour l'écouter. Les signes positifs associés au langage corporel montreront qu'une personne est impatiente d'en savoir plus sur ce que vous dites et qu'elle apprécie généralement votre compagnie. Signes négatifs. Peut-être l'un des signes les plus révélateurs qu'une personne n'est pas impliquée dans la conversation ou qu'elle ne souhaite pas s'impliquer profondément dans ce que vous dites est qu'elle aura les bras croisés devant elle. Il s'agit d'un mécanisme de défense pour garder une distance avec l'interlocuteur et, parfois, cela peut indiquer de la frustration ou de l'amertume. Vous remarquerez aussi que la personne pourrait vous tourner le dos ou éviter le contact visuel. Si, à un moment donné, pendant que vous parlez à quelqu'un, cette personne a tendance à détourner son regard, surtout si rien d'intéressant ne se passe autour de vous, cela doit être pris comme un signe clair qu'elle n'est pas intéressée par ce que vous avez à dire. De plus, les personnes qui ne sont pas intéressées ou qui sont contrariées par ce que vous faites ou dites peuvent manifester peu d'expression ou sembler tendues. D'autres signes négatifs peuvent inclure s'effondrer sur une chaise, regarder ailleurs comme si elles rêvaient éveillées, jouer avec leur téléphone, du matériel de bureau ou leurs vêtements, gribouiller ou faire des dessins sans but précis pendant une conversation, se ronger les ongles ou cligner excessivement des yeux, taper des doigts. Il peut ne pas être évident de repérer certains de ces signes immédiatement, mais une fois que vous êtes au courant de ce qu'ils signifient, vous les remarquerez plus clairement lors de chaque rencontre future. Les personnes qui présentent ces signes négatifs réagissent peut-être simplement à la façon dont vous vous présentez à ce moment-là. Vous devez également envisager que ces personnes aient simplement une volonté et un esprit trop fort pour être convaincus de faire les choses à votre manière. Signes positifs. Lorsqu'il s'agit de maintenir une image positive dans votre langage corporel, l'une des premières choses auxquelles la plupart des gens pensent est le contact visuel. Maintenir un contact visuel soutenu pendant que vous parlez à une autre personne est un signe clair de confiance. De plus, rester ferme mais détendu vous présente comme un orateur engagé, compatissant et digne de confiance.
Si vous parlez à une autre personne et adoptez cette posture, il est probable qu'elle sera curieuse d'en entendre davantage. Vous-même, vous souhaiterez éviter de poser les mains sur vos hanches à ce moment-là, car cela peut manifester de l'agressivité, même de manière subtile. De plus, pendant la conversation, si vous remarquez que votre interlocuteur sourit, cela montre qu'il est amical et cordial. Ce type d'auditeur prendra le temps d'écouter vos idées, ce qui facilitera la poursuite de votre persuasion. Sourire fonctionnera aussi pour vous, car c'est quelque chose de contagieux qui oblige presque votre interlocuteur à vous imiter. En parlant du visage, lorsque nous parlons aux autres, nous devons nous abstenir de toucher notre visage, car cela est souvent considéré comme un geste de malhonnêteté. Tout cela revient à l'inquiétude qu'une personne indifférente montrera. Lorsqu'on n'est pas tout à fait présent ou sincère, on a tendance à toucher nos cheveux ou nos vêtements, par exemple. D'autres formes de langage corporel positif incluent garder la tête haute pour maintenir un contact visuel équilibré. Adopter une posture positive avec les épaules en arrière. Faire des gestes avec les mains ouvertes pour paraître accueillant. Utiliser des expressions faciales positives qui imitent souvent l'autre personne lorsqu'elle est heureuse. Le langage corporel positif peut faire des merveilles avec vos techniques de conversation dans l'art de la persuasion et de la manipulation. Lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau, tout ce que vous faites dans les premiers moments est de gagner sa confiance et d'essayer de créer un lien. Même si ce lien est minime, il suffit pour que votre interlocuteur se sente écouté et connecté. Et au fond, ce que nous recherchons tous, tout au long de notre vie en tant qu'êtres humains, c'est de sentir que nous appartenons. Lorsque quelqu'un prend la peine de nous écouter et de s'engager dans ce que nous disons, nous avons toutes les raisons de croire qu'il est digne de confiance et de compréhension. Une fois que vous aurez gagné la confiance de votre auditoire, vous pourrez approfondir vos pensées et aspirations, précisément les choses que vous souhaitez leur faire croire. Évaluation du langage corporel. Nous pouvons évaluer le langage corporel à de nombreuses occasions différentes. Parfois, la première impression peut être la plus importante, mais ne basez pas toutes vos suppositions sur une personne uniquement sur son comportement lors d'une première rencontre. Pour cette raison, vous pouvez déduire de nombreuses choses sur une personne dès la première fois que vous la rencontrez, mais vous devez prendre ces déductions, ainsi que celles que vous ferez lors des rencontres suivantes, pour former votre opinion sur elle. Outre la première impression, lorsque vous êtes en pleine conversation avec une autre personne, vous pouvez facilement prêter attention à la manière dont elle réagit à ce que vous dites. C'est un excellent moyen de comprendre ce que les gens ressentent vraiment sur des sujets souvent controversés, en particulier ceux sur lesquels les gens mentent parfois pour paraître bien en public. Par exemple, certaines personnes ne partagent pas leurs véritables opinions sur la politique ou la religion devant d'autres, lorsqu'elles savent que leurs opinions seront opposées à celles de la majorité. Mais lorsque vous discutez de vos croyances, faites attention à la manière dont les personnes autour de vous réagissent à vos paroles et à vos opinions. Si elles accueillent vos pensées avec des sourires et une posture ouverte, vous pouvez être sûr qu'elles sont d'accord. En revanche, si vos paroles rencontrent de l'inquiétude et un manque de contact visuel, vous pouvez supposer que votre auditoire ne partage pas votre point de vue, qu'il le dise ou non. Bien sûr, lorsque vous aurez terminé votre rencontre avec quelqu'un et qu'il sera temps de conclure la conversation, vous pourrez réévaluer votre auditoire pour savoir comment vous avez été reçu. Peu importe ce qu'ils ont à dire sur le déroulement de la rencontre, vous pouvez lire leur langage corporel pour connaître la vérité. Si une personne n'est pas intéressée à discuter davantage avec vous, elle gardera les adieux courts et vous regardera à peine dans les yeux en partant. Par contre, si elle a pu développer des intérêts communs et établir une connexion fiable, il est probable que votre interlocuteur pense à vous revoir. Non seulement il sera intéressé par ce que vous avez encore à dire, mais il souhaitera peut-être prolonger la soirée. L'importance de connaître les sentiments des autres. Être capable de lire et de comprendre le langage corporel
n'est pas seulement utile lors de ces soirées où vous tentez de faire une bonne première impression auprès d'inconnus, mais c'est également vital pour toutes les situations où il est nécessaire de connaître les sentiments de l'autre personne afin de poursuivre votre persuasion. Comme nous l'avons discuté précédemment, la plupart des gens ne disent pas exactement ce qu'ils pensent ou comment ils se sentent à propos d'une personne ou d'une situation. Au lieu de cela, il nous incombe de prêter attention et de chercher des indices afin de comprendre réellement ce que ressentent les personnes qui nous entourent. Une fois que nous pouvons clairement percevoir les sentiments et les émotions des personnes avec lesquelles nous parlons, la conversation devient beaucoup plus facile et utile. Si vous tentez de discuter d'un sujet qui n'intéresse pas l'autre personne, vous ne ferez que perdre du temps dans une quête qui, probablement, ne portera jamais ses fruits. En reconnaissant les indices subtils que le corps d'une personne émet, vous pouvez éviter cette perte de temps et, à la place, vous concentrer sur des activités que vous savez qui en valent la peine. Plus tard. Une fois que vous aurez compris le langage corporel, la prochaine étape consiste à accepter votre rôle de leader. En tant que leader, il est plus probable que les gens vous admirent et prennent vos conseils au sérieux. Cela signifie que chaque fois que vous proposerez quelque chose de nouveau, il sera moins probable que les gens se déconnectent de la conversation. Dans le chapitre suivant, nous approfondirons l'art du leadership et ce que signifie prendre les rênes. Chapitre 5. L'art du leadership. Être leader, ce n'est pas simplement guider les autres sur un chemin. Il s'agit de donner une image de confiance, de succès et de capacité à atteindre la grandeur. Un leader n'est pas simplement quelqu'un qui se trouve là par hasard, mais une personne déterminée et passionnée qui ne recule devant rien pour obtenir ce qu'elle poursuit. Les leaders sont fascinants et c'est pourquoi ils sont capables de mener là où d'autres les suivront. Devenir leader du jour au lendemain est difficile, car il faut de la pratique et de la détermination pour développer la personnalité adéquate pour guider les autres. Cependant, tout est possible avec la bonne détermination. Parfois, tout ce dont vous avez besoin est d'être capable de reconnaître la situation dans laquelle vous vous trouvez et de saisir l'opportunité avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Certaines qualités façonnent un leader et ce sont ces éléments qui attirent les autres vers ce leader comme un aimant. Parce que les leaders possèdent cette qualité énigmatique, ils peuvent persuader et hypnotiser très facilement ceux qui sont impatients d'écouter. Les leaders savent que la patience et la constance sont nécessaires pour atteindre le sommet, et ils sont prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour y parvenir. Les véritables caractéristiques d'un leader. Les leaders sont influents. Ils ne se contentent pas de gagner la confiance de leur auditoire pour influencer ses opinions et actions, mais ils apportent aussi naturellement une qualité d'influence à la salle. En tant que tels, ils sont naturellement excentriques et uniques dans leurs pensées, capables de voir les choses sous un angle différent. Dans la plupart des cas, ces perspectives différentes peuvent aider les gens à changer leur façon de faire les choses, ainsi qu'à voir le monde qui les entoure, créant ainsi une voie facile de persuasion pour le leader. Les leaders sont optimistes. Cela ne joue pas seulement sur leur confiance, mais crée aussi de l'espoir dans l'esprit de toute personne prête à écouter. Lorsque nous perdons espoir, il devient difficile de redécouvrir qui nous sommes et ce que nous voulions initialement pour nous-mêmes. Trouver cet espoir à travers les conseils d'un leader optimiste est une caractéristique bénéfique qui aide le leader à s'élever encore davantage. Les leaders sont des orateurs. Ils ont maîtrisé l'art de la conversation et sont confiants dans leur capacité à parler avec n'importe qui, dans n'importe quelle situation. Encore une fois, cela ne se produit pas du jour au lendemain pour la plupart des gens. Mais même si nous avons nos réserves, nous pouvons encore discuter avec une variété de personnes. Utiliser des mots clairs et un langage corporel positif aide dans ces situations et faire une bonne première impression est crucial. Les leaders sont conscients d'eux-mêmes. La conscience de soi est la capacité de se regarder de l'extérieur et de voir comment nous nous comportons et parlons.
Et cela va au-delà de cela également. Nous ne nous contentons pas de jeter un coup d'œil à qui nous sommes et à l'image que nous projetons dans la société, mais nous évaluons aussi comment nos actions et paroles ont un impact sur ceux qui nous entourent. Être conscient de nous-mêmes nous permet d'améliorer nos relations et la manière dont nous nous comportons en public. Comment le leadership aide à la persuasion? Peut-être vous demandez-vous pourquoi il est important d'être un leader après tout. N'importe qui peut-il utiliser des techniques de persuasion et de manipulation pour obtenir ce qu'il veut, peu importe son rôle dans la société? Bien que cela puisse être vrai, utilisons un exemple pour illustrer l'importance des leaders. Imaginons que vous soyez en train de faire vos courses et que la file d'attente à la caisse avance très lentement. Les gens commencent à se plaindre, mais le caissier a déjà expliqué que sa caisse enregistreuse a des problèmes pour scanner les articles. C'est un contretemps que personne n'aurait pu prévoir et il n'y a pas grand-chose à faire dans l'immédiat. Après quelques minutes, de plus en plus de personnes s'impatientent. Le caissier présente ses excuses et explique la situation plus en détail, mais les clients n'y prennent plus attention. C'est alors qu'un responsable s'approche. Il porte une chemise boutonnée et une cravate et son sourire commence à apaiser la foule. Il utilise les mots appropriés pour se connecter avec les clients et créer une bonne relation. Il fait également ce qu'il peut pour introduire d'autres sujets de conversation afin de distraire les clients de leur propre mécontentement. Il semble avoir du succès dans son apparence et se présente avec confiance et assurance. Ce n'est pas quelque chose qu'il a appris en étudiant la psychologie noire, c'est de la gestion de base. Aux leaders, dans tout type de travail, on enseigne à diriger et à gérer les situations avec aplomb et intellect, et surtout, on leur apprend à persuader. Pourquoi les entreprises ont-elles travaillé sans relâche pour nous faire intérioriser cette image d'un responsable? Parce qu'elles savent que ça fonctionne. Il est plus probable que les gens prêtent attention et suivent une personne qui est bien habillée pour le succès. Il est aussi plus probable que les gens interagiront avec quelqu'un de sympathique. C'est pourquoi les entreprises investissent énormément de temps et d'argent pour former leurs employés à être accueillants. Prenez note la prochaine fois que vous serez dans un magasin ou une entreprise et regardez qui est responsable. Il est facile de les repérer et souvent, ils ont d'excellentes techniques que vous pouvez apprendre simplement en les observant. Dans notre exemple, les clients auraient résolu leur frustration en seulement quelques minutes et toute personne encore mécontente serait sortie de la boutique avant que le responsable ne lui donne l'opportunité de se plaindre à nouveau. Parfois, il ne faut pas grand-chose pour persuader quelqu'un de changer son comportement, il suffit de saisir l'opportunité et de prendre le contrôle. Tout réside dans votre présence, votre ton et votre comportement dans ces moments-là. Mais lorsque vous maîtrisez ces aspects, le reste devient assez simple. Étape pour devenir un leader. Le leadership peut devenir une partie de ce que vous êtes ou vous pouvez simplement prendre les rênes dans certaines situations. En tant que pratique, cette liste peut vous aider à saisir l'opportunité pour vous élever au-dessus des autres et prendre le contrôle. Présentez-vous avec un langage corporel positif et une bonne posture. Souriez et restez optimiste face à tout ce qui se présente. Vous êtes le leader. Vous avez les réponses et la perspective pour faire en sorte que les choses se produisent. Maintenez le contact visuel lorsque vous parlez aux autres et participez à leurs réponses pour qu'ils participent aux vôtres. S'ils croient qu'ils sont écoutés et valorisés, ils vous respecteront et feront de même. Utilisez cela pour les persuader de faire les choses de la manière que vous souhaitez. Gardez votre auditoire intéressé en l'encourageant et en l'inspirant. Restez à leur côté pendant qu'ils apprennent et grandissent et ajoutez des commentaires personnalisés qui leur montreront que vous prêtez attention. Encore une fois, votre engagement se reflètera en eux. À travers ces étapes, vous créerez une relation solide avec votre auditoire à mesure qu'ils commenceront à vous reconnaître comme un leader et qu'ils verront vos actions et vos paroles comme puissantes. C'est ce genre de relation
dont vous avez besoin pour générer la confiance que la persuasion et la manipulation nécessitent pour réussir. Plus tard, avec les bases du leadership expliquées clairement, nous pouvons désormais nous concentrer sur les techniques uniques que les gens utilisent pour manipuler. Celles-ci ne nous seront pas seulement utiles dans notre quête pour atteindre nos objectifs, mais elles nous montrent également les facteurs à prendre en compte lorsque d'autres essaient de profiter de nous. Dans le chapitre suivant, nous examinerons plusieurs techniques de manipulation qui peuvent avoir un impact puissant sur votre vie. Chapitre 6. Techniques de manipulation. Manipuler les gens est rarement considéré comme une qualité positive, mais lorsqu'elle est appliquée correctement et pour les bonnes raisons, cela peut non seulement vous aider vous-même, mais aussi aider les autres. Cette partie de la psychologie noire peut facilement être sortie de son contexte et devenir assez dangereuse. Vous devez garder à l'esprit les résultats positifs qui bénéficieront à la fois à vous-même et aux autres personnes impliquées, afin de manipuler quelqu'un de manière appropriée, et bien sûr, sans causer de tort. Les techniques suivantes sont utiles pour quiconque souhaite éviter d'être manipulé et peuvent aussi servir de guide pour les personnes désireuses d'utiliser un peu de manipulation à leur propre avantage. Tout comme les petits mensonges innocents, nous avons tous utilisé la psychologie inversée de temps en temps, et je suis sûr que la plupart d'entre nous ont joué à la victime pour obtenir ce qu'ils veulent. Nous devons nous concentrer sur la façon dont nous utilisons ces techniques, pas seulement sur les techniques elles-mêmes. Il n'est pas pareil d'utiliser la psychologie inversée pour essayer de vendre quelque chose à des acheteurs potentiels que de créer des insécurités qui peuvent être mentalement traumatisantes pour certaines personnes de notre entourage. Psychologie inversée. Peut-être l'une des techniques de manipulation les plus connues, la psychologie inversée consiste simplement à déclarer le contraire de ce que vous souhaitez réellement et à faire croire aux autres que c'est ce que vous voulez vraiment. Par exemple, si vous voulez qu'une personne investisse dans votre entreprise, vous pouvez utiliser la psychologie inversée pour la convaincre de vouloir le faire par elle-même. Cela plante l'idée dans son esprit et lui donne le sentiment d'être intelligent et sûr de lui, surtout lorsque ses investissements commencent à porter leurs fruits. Vous pourriez dire quelque chose comme « Votre entreprise est un investissement risqué et vous ne devriez pas prendre ce risque. » Cependant, il est important que, tout en utilisant la psychologie inversée, vous continuiez à parler de ce que vous voulez que la personne fasse, même si vous offrez un point de vue opposé. Créer de l'insécurité et de la peur. Créer des insécurités et mettre en lumière la peur des autres peut parfois être lourd, et bien que nous utilisions des techniques associées à la psychologie noire, cela ne signifie pas nécessairement que nous voulons devenir trop noirs. Cette technique de manipulation inclurait la mise en évidence des choses qu'une personne a déjà mentionnées comme étant des sources de gêne, comme la faiblesse de ses revenus, ou peut-être son surpoids. Manipuler ces insécurités nous confère une position de supériorité sur les autres, ce qui est précisément ce qui crée l'apparence de contrôle dans une relation entre le manipulateur et sa victime. Se faire passer pour une victime. L'empathie peut être une émotion puissante, et les grands manipulateurs l'utilisent pour amener les autres de leur côté et en tirer un avantage personnel. En racontant à quelqu'un qu'il s'est passé quelque chose de terrible et que le résultat a été douloureux, que ce soit physiquement ou émotionnellement, le manipulateur joue le rôle de la victime. Cela fait en sorte que la plupart des gens ressentent de la pitié pour lui, car les gens sont généralement compréhensifs. Dans certaines situations, les gens sont prêts à donner de l'argent ou des possessions pour aider quelqu'un qu'ils croient avoir été victime. Mentir par omission. Lorsqu'une personne ment en omettant certains détails de la vérité, elle manipule la façon dont les autres l'aperçoivent ainsi que la situation qui s'est réellement produite. Cela revient à dire une vérité incomplète. Souvent, les détails omis sont ceux qui jetteraient de l'ombre sur la personne qui tente de manipuler son auditoire. Cela peut être fait de manière subtile pour que certaines personnes ne se rendent même pas compte qu'il manque des éléments de l'histoire. Encore une fois, les manipulateurs sont experts dans l'art de la conversation.
Réprimander. Réprimander quelqu'un, c'est critiquer chacun de ses gestes. Mais cela va au-delà, car la réprimande peut se transformer en intimidation et moquerie. Les manipulateurs ne critiquent pas seulement les comportements humains de base, qui peuvent être vus comme des erreurs normales, mais ils aiment aussi souligner les mêmes défauts qu'ils possèdent d'eux-mêmes, mais qu'ils ne sont pas prêts à reconnaître. Leurs critiques excessives finissent par sembler trop dramatiques, et toute personne qui regarde de l'extérieur peut trouver ces discussions remplies de critiques difficiles à supporter. Gaslighting. Le gaslighting est une forme de manipulation où un manipulateur altère la réalité d'une autre personne jusqu'à ce qu'elle commence à douter de sa propre perception. Cela peut devenir très noir, car cela peut aussi affecter les souvenirs d'une personne et la manière dont elle perçoit le monde qui l'entoure. Les manipulateurs réduiront lentement la confiance d'une personne jusqu'à ce qu'elle commence à voir les choses différemment, même concernant des aspects qu'elle était certaine de connaître auparavant. Cela peut entraîner des pensées instables pour la victime, qui peut commencer à s'effondrer simplement en raison des mots que le manipulateur a choisis. Comportement passif-agressif. L'agressivité passive se produit lorsqu'une personne utilise les bons mots pour indiquer qu'elle est mécontente ou insatisfaite de quelque chose sans le dire directement, parce que la personne n'est pas claire et reste vague et trompeuse, tant dans ses sentiments que dans ses mots, elle laisse aux autres le soin d'interpréter. L'agressivité passive peut être stressante pour ceux qui en sont récepteurs, car il n'est pas clair comment ils peuvent résoudre le problème en question. Elle inclut aussi une certaine condescendance dans la façon de réprimander et de rabaisser légèrement les autres pour leurs choix, souvent innocents. Plus tard. Ces techniques de manipulation peuvent être difficiles à mettre en œuvre, surtout parce que la plupart d'entre nous suivent un code moral strict. Notre empathie s'interpose également lorsqu'il s'agit de manipulation, car, tout comme nous ne voulons pas être manipulés, nous ne pouvons pas nous imaginer manipuler les autres. Cette liste est un bon rappel de ce que certaines personnes peuvent te faire pour nuire et générer du stress et de l'anxiété dans la vie d'une autre personne. Dans le chapitre suivant, nous examinerons des exemples de personnes qui ont poussé la psychologie noire trop loin. Ce sera une bonne leçon pour les moments où nous pensons qu'aller un peu trop loin n'aura pas beaucoup de conséquences. Chapitre 7. Exemples de psychopathes dans la vie réelle et la fiction. La psychologie noire n'est généralement pas perçue avec fierté et admiration. C'est un fait fondamental que nous devons admettre pour l'utiliser de manière appropriée. Nous laisser séduire par la nature envoûtante de l'esprit peut nous conduire sur une mauvaise voie et pourrait nous causer de sérieux problèmes. Certaines personnes qui tombent dans le cercle noir de la psychologie sont parfois celles qui ne se rendent pas compte qu'elles présentent les différentes caractéristiques de la triade noire. Ces personnes ignorent qu'elles ont un handicap et que leur esprit ne fonctionne pas de la même manière que celui du reste de la société. Tout au long de l'histoire, tant dans la vie réelle que dans la fiction, nous pouvons trouver divers types de manipulateurs et de séducteurs qui font tout leur possible pour obtenir ce qu'ils veulent. Il n'est pas courant d'entendre parler de manipulateurs ou de psychopathes au centre de l'attention, à moins qu'ils n'aient commis quelque chose d'atroce, comme des meurtres en série. Et même dans ce cas, ces personnes parviennent souvent à s'en sortir pendant longtemps, grâce à leur charme et à leur intellect, qui sont des signes classiques de psychopathie. Pour mieux comprendre à quel point ces techniques peuvent être noires, examinons quelques études de cas de manipulateurs célèbres. Les vrais psychopathes de l'histoire. Rien n'est plus effrayant que d'entrer en contact avec un psychopathe dans la vie réelle. Leur manque d'empathie et leur mépris de la responsabilité de leurs propres actions ne causent pas seulement un stress excessif à leurs victimes, mais il n'y a réellement aucun moyen d'atteindre ces personnes. Tout au long de l'histoire, nous avons vu de nombreux cas où les gens poussent leur qualité psychologique noire à l'extrême. Dans ces cas, nous trouvons souvent des mâles dominants qui ont fait des choses atroces et ont échappé aux conséquences pendant des années. C'est souvent leur charme et leur ingéniosité
qui leur permettent de continuer à mener une vie apparemment normale, tout en se divertissant avec leurs excentricités hors de la vue du public. Lorsque ces personnes sont enfin capturées, il est souvent encore difficile de les accuser de leurs crimes ou de croire qu'elles sont coupables en raison de leur charme et de leur intellect. C'est une partie du monde de la psychologie noire et de la triade noire des traits de personnalité. Ces personnes sont astucieuses et polyvalentes, et elles feront tout pour continuer à manipuler ceux qui les entourent, car elles savent qu'elles ne peuvent réussir que lorsqu'elles utilisent leurs compétences et les ressources que d'autres leur fournissent. Dans de nombreux cas, ces psychopathes sont capables de faire à d'autres des choses terribles tout en gardant leurs mains propres. Charles Manson. Peut-être l'un des cas les plus célèbres de l'histoire, Charles Manson était un psychopathe très connu dont les manières charmantes et le discours soigneusement construit ont convaincu de nombreuses personnes de le suivre en tant que leader d'un culte. Dans les années 1960, en Californie, Manson est devenu le leader de ce qui était connu sous le nom de la famille Manson, un groupe de personnes rebelles qui prenaient les paroles de Manson très au sérieux. Cela était particulièrement vrai lorsqu'il s'agissait des meurtres que Manson a décidé de commettre. Certaines personnes croient que Charles Manson a réussi à convaincre ses partisans, principalement des jeunes femmes, grâce à son charme et sa ruse. Son manque d'empathie envers les victimes, ainsi que son incapacité à assumer la responsabilité de ses actions impulsives, montrent clairement qu'il était en réalité un psychopathe. Ted Bundy. Un autre cas de haute notoriété dans l'histoire des États-Unis. On croit que Ted Bundy a tué plus de 30 femmes. Un cas classique de personnalité charmante et d'intellect astucieux, Bundy a utilisé ses capacités de manipulation pour satisfaire une luxure interne alimentée par le désir de nuire à des jeunes femmes. Même après avoir été capturé, Bundy a continué à hypnotiser des femmes à travers tout le pays en attirant des suiveuses désireuses de le voir et de l'écouter. Tout cela fait partie du charme qui accompagne la triade noire. Ces personnes sont considérées comme des séducteurs noirs, en raison de leur capacité innée à attirer l'attention avec une façade astucieuse et excitante, afin de manipuler leur public à leur propre bénéfice. H. Holmes. Considéré comme le premier tueur en série des États-Unis, H. Holmes était un médecin qui a construit son propre hôtel à Chicago dans le seul but d'assassiner. Son plan calculé était plus que brillant, puisqu'il avait créé des passages secrets dans tout l'hôtel qu'il était le seul à connaître. Avec un plan aussi délibéré, il ne fait aucun doute que Holmes était un psychopathe manifeste. Cela montre non seulement un manque total d'empathie, mais aussi que Holmes était déconnecté de la réalité, à tel point qu'il n'a jamais envisagé les conséquences de ses actions et ne croyait pas qu'il aurait à rendre des comptes. Plus tard appelé le Château des Meurtres, l'hôtel que Holmes avait construit fut témoin de plusieurs meurtres. En plus de ces meurtres, Holmes avoua 20 autres meurtres à Toronto, Chicago et Indianapolis. Autres cas innombrables. Il existe véritablement d'innombrables autres cas tout au long de l'histoire, comme Jeffrey Dahmer, Steven Berkowitz et Eileen Wuornos. Toutes ces personnes ont été motivées par le désir d'obtenir quelque chose de spécifique, et la plupart du temps, il s'agissait de vengeance ou simplement de satisfaire un besoin de sensation et d'émotions particulières, parce qu'il est compris que les psychopathes sont incapables de ressentir de l'empathie. On pense qu'ils recherchent l'excitation à travers leur comportement impulsif pour obtenir ces moments de bien-être que les personnes normales trouvent à travers leurs interactions quotidiennes. Chercher ces émotions dans des situations extrêmes conduit les psychopathes à faire des choses que la plupart des gens ne pourraient même pas imaginer. Les personnages que nous aimons détester. Les psychopathes ne se trouvent pas seulement dans la vie réelle, mais aussi dans les films, à la télévision et dans les livres. Certains personnages restent avec nous bien après la fin du film, consolidant leurs compétences intelligentes à tel point que nous sommes intrigués et insatisfaits jusqu'à ce que nous en voyions davantage. C'est une partie de la séduction d'un psychopathe.
et le charme qu'ils possèdent, qui d'une certaine manière nous convainc qu'ils sont intelligents et précieux. Certains de ces personnages présentent souvent des antécédents qui peuvent expliquer une partie de leur comportement, bien que les recherches soutiennent l'idée que les psychopathes naissent et ne deviennent pas tels. Cependant, dans le monde de la fiction, le fait de trouver une raison d'encourager les personnages que nous aimons détester vaut souvent chaque partie de la frustration que nous éprouvons tout au long de l'histoire. Hannibal Lecter. Le médecin calme et manipulateur. Hannibal Lecter est souvent au centre de nombreux débats sur les psychopathes. Ces tendances mènent également la conversation à son avantage, tandis que l'analyse excessive de son homologue fait de lui un candidat idéal pour la psychopathie. Il n'a pas seulement des idées complètement folles, mais il n'écoutera aucune autre idée, peu importe à quel point elle peut sembler rationnelle ou comment on lui l'explique. Hannibal est arrogant et dégradant, et il place ses désirs avant le bien-être des autres. Patrick Bateman. En tant que personnage principal du film Psychose américaine, Patrick Bateman est l'exemple classique d'un psychopathe. Bateman utilise son intelligence et sa ruse pour se garantir une position de pouvoir dans le monde des affaires. Il a une apparence extérieure qu'il utilise pour obtenir ce qu'il veut et faire croire aux autres que sa vie est normale. Peu importe ce qu'il fait, cependant, il est poussé par le désir de tuer, parfois de manière horrible et exubérante. Bateman essaie de remplir sa vie avec les choses qu'il croit lui faire ressentir quelque chose, mais peu importe ce qu'il fait, il se sent toujours vide à l'intérieur. Cersei Lannister. La cruelle et manipulatrice Cersei Lannister est l'exemple parfait d'une femme psychopathe. Certains peuvent argumenter que Cersei n'est pas complètement une psychopathe, car elle ressent quelque chose pour ses enfants. Mais tout au long de son histoire, elle fait des choses que les gens normaux considéreraient comme scandaleuses. Elle n'a pas peur de verser le sang, peu importe combien de victimes sont impliquées, pour se venger de ceux qui ont offensé elle et sa famille. Elle utilise son intelligence pour élaborer des plans, peu importe le temps qu'ils prennent à se réaliser, et elle travaille sans relâche pour s'assurer que ses objectifs soient atteints. Et bien d'autres? Grâce à la singularité du cinéma et de la littérature, tant les auteurs que les scénaristes ont pu créer des personnages très détaillés, qui exhibent des qualités spécifiques qui s'intègrent dans l'histoire. Parmi ces personnages, nous trouvons des figures comme Jay Gatsby, Sherlock Holmes et Norman Bates. Certains d'entre eux peuvent ne pas être aussi intenses que d'autres, et certains utilisent même leur intellect pour le bien, mais on ne peut nier que ces personnages manipulent les autres pour accomplir les choses qui leur apporteront succès et bénéfices personnels. Dans la fiction, ces personnages peuvent constituer une histoire incroyable et nous enseigner aussi à quoi nous devons faire attention lorsque nous nous trouvons dans le monde réel. Une clarification sur les femmes psychopathes. Après avoir vu cette liste de noms, on pourrait penser que les hommes ont plus de chances de devenir psychopathes que les femmes. Bien que les chiffres tout au long de l'histoire puissent confirmer cette affirmation, nous savons tous que l'histoire peut être biaisée. Au 19e siècle et avant, il était généralement considéré que les femmes ne pouvaient pas commettre des actes aussi atroces, et, par conséquent, elles n'étaient pas perçues comme capables de comportements aussi drastiques et horribles que le meurtre. Même au XVIIe siècle, une femme nommée Elizabeth Bathory a commis d'horribles actes de torture sur ce qui est censé être près de 600 jeunes femmes, mais Bathory n'a jamais été jugée pour cela. Une partie de cela était due au fait qu'elle faisait partie de la cour royale et, en tant que telle, elle a simplement été placée en résidence surveillée jusqu'à sa mort. Plus tard, ces cas, comme tant d'autres à travers l'histoire, tant dans le cinéma que dans la vie réelle, peuvent être utilisés pour nous aider à voir où tracer la ligne. Il est également utile de savoir quand de telles personnes sont autour de vous pour éviter d'être manipulé à votre tour. Dans le chapitre suivant, nous examinerons davantage de signes à surveiller afin de ne pas devenir la victime de quelqu'un qui présente l'un des traits de personnalité associés à la triade noire. Vivre pleinement sa vie
et saisir chaque occasion pour grandir et atteindre ses objectifs sera toujours difficile si vous avez quelqu'un qui vous manipule pour son propre bien. Chapitre 8. Comment reconnaître quand quelqu'un essaie de vous manipuler? Après tout ce que vous avez appris, il vous sera peut-être plus facile de reconnaître quand d'autres essaient de vous manipuler. Lorsque vous essayez de prendre le contrôle de votre vie et de trouver le succès dont vous avez toujours rêvé, la dernière chose que vous voulez, c'est que quelqu'un commence à vous persuader du contraire. Dans ce chapitre, nous allons explorer les signes d'alerte courants qui nous indiquent qu'une autre personne essaie de nous manipuler. Rappelez-vous que les manipulateurs sont astucieux, et cela ne les dérange pas de prendre leur temps pour travailler sur un objectif plus vaste. Cela signifie qu'ils se montreront incroyablement amicaux et généreux au début d'une relation, mais dès qu'ils auront pris le contrôle, ils commenceront à vous manipuler dans tous les aspects de la relation. Souvent, nous ne réalisons pas que nous sommes manipulés jusqu'à ce que nous soyons profondément impliqués dans la relation et qu'il semble qu'il n'y ait plus de retour en arrière. Les caractéristiques d'un manipulateur. Dans sa forme la plus simple, la manipulation n'est rien de plus qu'un procédé psychologique utilisé par des personnes émotionnellement instables pour obtenir ce qu'elles veulent. Ces personnes sont incapables de dire simplement ce dont elles ont besoin ou ce qu'elles désirent de leurs proches, car elles ne sont ni conscientes ni en contact avec leurs sentiments et émotions. La véritable psychopathie et les tendances narcissiques sont des caractéristiques avec lesquelles les individus naissent, et il s'agit donc de la manière dont leurs cerveaux sont connectés. Le véritable narcissisme et la psychopathie peuvent être traités si détectés à un âge précoce, mais étant donné que ces personnes sont des maîtres dans l'art du charme et de la ruse, il est presque impossible de réaliser qu'elles souffrent de problèmes mentaux avant l'adolescence ou l'âge adulte. À ce moment-là, beaucoup de leurs traits sont déjà bien ancrés, et essayer de leur expliquer qu'elles ont besoin d'aide entraînera des discussions terribles et des conséquences désastreuses. Parfois, il est préférable de couper complètement les liens avec ces personnes pour préserver son bien-être émotionnel et psychologique. Lorsqu'on examine spécifiquement les manipulateurs, qui peuvent être narcissiques, souffrir de troubles de la personnalité borderline ou présenter des symptômes de sociopathie ou de psychopathie, on constate qu'un manipulateur agira soit comme un harceleur, soit comme une victime. La mentalité d'un harceleur crée une relation qui invoque la peur et l'insécurité chez ses interlocuteurs. Si un harceleur vous manipule, il ne faudra pas longtemps avant que vous commenciez à ressentir de la peur en sa présence. Vous pourriez aussi modifier vos propres comportements et activités pour satisfaire ses besoins parce que vous avez l'impression qu'il pourrait vous critiquer ou vous nuire d'une manière ou d'une autre. Les harceleurs critiqueront également, gronderont et exploiteront les insécurités pour faire en sorte que l'autre personne se sente honteuse ou diminuée. La mentalité de victime, quant à elle, crée une relation dans laquelle la personne manipulée se retrouve responsable de rendre des faveurs et d'accomplir des obligations. Si vous vous trouvez manipulé par une victime, vous pourriez commencer à ressentir de la pitié pour cette personne, mais il ne faudra pas longtemps avant qu'elle exige de vous qu'elle soit remboursée pour toutes les bonnes choses qu'elle a faites pour vous, pour ainsi dire. Les victimes sont excellentes dans l'art de la psychologie inversée, utilisant plusieurs formes de mensonges à leur avantage et affichant souvent un comportement passif-agressif. Les techniques que les manipulateurs connaissent très bien. Les manipulateurs savent qu'ils doivent être astucieux lorsqu'il s'agit d'obtenir ce qu'ils veulent, que ce soit parce qu'ils sont nés ainsi ou qu'ils ont appris à développer les compétences nécessaires pour manipuler les autres. Les manipulateurs savent de comment dire les choses qui trompent de nos cerveaux et nous poussent à accepter des situations avec lesquelles nous ne serions normalement pas d'accord. Il existe 2 méthodes couramment utilisées pour parvenir à cet objectif. La méthode du pied dans la porte. Avec la méthode du pied dans la porte, le manipulateur commence par quelque chose de petit, en posant une question à laquelle il sait que vous répondrez. Les questions deviendront progressivement plus complexes à mesure que le manipulateur développe son argument et la raison pour laquelle
il a commencé cette conversation en premier lieu. Sa question finale pourrait être, par exemple, une demande d'argent. En général, la plupart des gens hésiteront lorsqu'il s'agit de prêter de l'argent, surtout à des amis, car nous savons tous que l'argent peut ruiner les relations. Le manipulateur fait attention, car il sait qu'il a besoin de votre relation pour obtenir ce qu'il veut. En vous posant une série de questions auxquelles il sait que vous répondrez « oui », il y a de fortes chances que vous continuiez à dire « oui » tant qu'il continue à poser des questions. Cette technique est également courante dans les petites escroqueries, où des personnes demandent à leurs voisins ou à des passants dans la rue n'importe quoi qu'ils seraient prêts à donner. Cela peut commencer par une demande de nourriture et, au final, se transformer en demande de grosses sommes d'argent en espèces. La méthode de la porte au visage. Avec la méthode de la porte au visage, le manipulateur fait essentiellement l'inverse de la méthode précédente. Cette fois, il posera une question abrupte qu'il sait que vous allez probablement rejeter. Après votre réponse initiale, il réduit sa demande à un niveau qui semble raisonnable et reposera la question. Étant donné que votre cerveau est surpris par la demande initiale et que la demande suivante semble raisonnable en comparaison, il est plus probable que vous y réfléchissiez au moins. Cette technique est assez courante dans le domaine de la vente. Certaines personnes sont excellentes dans l'utilisation de cette technique pour manipuler les consommateurs et les pousser à acheter leurs produits. La voiture élégante que vous avez recherchée peut être hors de votre budget, mais lorsque le vendeur s'approche de vous et vous propose des mensualités raisonnables sans paiement initial et avec peu ou pas d'intérêt, comment pourriez-vous dire non? Le meilleur conseil pour éviter la manipulation. La seule façon de vous assurer de ne pas être manipulé est d'établir des limites claires avec les personnes dans votre vie. La plupart des gens ont besoin de limites et apprécient de savoir où ils appartiennent et ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire. Lorsque les frontières deviennent floues et que les gens ne comprennent pas ce qu'ils sont censés faire, il devient facile pour quelqu'un de prendre le contrôle sur un autre. Les limites peuvent être aussi simples que de savoir quand vous êtes le bienvenu dans une maison. La plupart des gens doivent travailler et ont besoin de dormir, et savoir que vous vous présentez chez un ami à 23 heures de manière régulière n'est pas acceptable. Cela aide à renforcer cette limite. Si vous, en tant que victime d'un manipulateur, n'établissez pas ces limites concrètes, vous permettez à n'importe qui d'entrer et sortir à sa guise. Et ceci est simplement un exemple parmi les innombrables situations de votre vie où vous pouvez utiliser pour imposer des limites. Les sujets à examiner pour savoir si vous êtes en train de créer des limites utiles comprennent prêter de l'argent ou payer des choses pour d'autres, permettre aux gens d'entrer et sortir quand ils le souhaitent, partager des objets coûteux tels que des outils, des véhicules et des ustensiles de cuisine chaque fois que quelqu'un en fait la demande. Acceptez toujours sans prendre le temps de réfléchir aux conséquences. L'élément final de cette liste est crucial. Les manipulateurs sont excellents pour nous pousser à répondre immédiatement afin de sécuriser l'accord et l'utiliser contre nous comme levier. Nous ne devons jamais être d'accord avec quelque chose à moins d'avoir eu le temps d'examiner tous les aspects de la situation. Cela peut prendre des jours, voire des semaines, pour comprendre complètement ce que vous souhaitez faire dans une situation donnée. Et vous ne devez jamais en avoir honte. Les vrais amis qui se soucient de vous ne vous demanderont jamais de faire quelque chose pour eux sur le champ et de accepter leurs termes sans hésiter, à moins qu'il ne s'agisse d'une urgence. Dans ce sens, les manipulateurs sont très doués pour créer des situations dans lesquelles il semble que vous receviez une récompense pour ce qu'ils vous demandent de faire. Au début, cela peut sembler une amitié, car le manipulateur est très habile pour exprimer sa demande d'une manière qui semble qu'il se soucie de vous et que vous obtenez quelque chose de grandiose de l'accord. En réalité, la plupart du temps, les personnes manipulées acceptent de faire des choses pour le manipulateur avec peu de bénéfices pour elles, mais avec un grand bénéfice pour le manipulateur. Cela peut aussi être perçu comme une méthode de manipulation avec des liens. Supposons qu'une personne vous offre un nouveau gadget parce qu'elle a profité d'une offre de type « achetez-en un, obtenez-en un gratuit » et qu'elle a pensé à vous.
C'est un exemple classique de manipulation. La personne se fait passer pour un ami et vous a acheté un cadeau parce qu'elle sait que cela facilitera votre vie ou vous rendra plus heureux. En réalité, cependant, elle se fiche totalement de votre bonheur et le cadeau qu'elle vous a offert est un article gratuit dans le cadre d'une promotion. Et lorsqu'elle vous le remet, elle commence à activer son charme en mentionnant quelque chose qu'elle aimerait accomplir. Et avant qu'elle ait terminé son discours, vous vous sentez obligé de l'aider. Tout cela est dû à notre propre empathie que nous avons parce que nous ne sommes pas sujets à la psychopathie comme une personne qui présente les traits caractéristiques de la triade noire. La demande qu'une personne pourrait faire pourrait être quelque chose d'aussi simple que de vouloir repeindre la porte d'entrée. Peut-être que la personne ne veut tout simplement pas faire le travail, ou peut-être qu'elle aime voir les autres faire les choses à sa place. Honnêtement, les raisons n'ont pas d'importance, et essayer de comprendre pourquoi un psychopathe fonctionne de la manière dont il fonctionne vous fera seulement tourner en rond. Les personnes qui manipulent les autres à cause de leurs propres difficultés mentales, telles que celles qui présentent du machiavélisme, de la psychopathie et du narcissisme, peuvent nuire aux personnes qui les entourent, tout en poursuivant leurs propres objectifs. Et une fois que les personnes les plus proches d'elles se rendent compte de leur manipulation, elles se retrouveront seules et sans les choses pour lesquelles elles ont tant travaillé. Lorsque les gens utilisent les techniques de manipulation avec soin, comme décrit dans ce livre, ils peuvent maintenir leurs relations parce qu'ils savent que faire du mal aux autres ne fera que les éloigner au final. Chapitre 9. Ce que signifie être narcissique. De la même manière que nous utilisons souvent la psychologie noire dans notre vie quotidienne, nous avons tous un peu de tendance narcissique. C'est un fait inéluctable que, si nous apprenons à embrasser ces tendances et à les utiliser correctement, nous pouvons accomplir bien plus. À l'inverse, si nous nous permettons d'être victimes du narcissisme que nous portons en nous et que nous utilisons nos compétences de manière incorrecte, nous risquons de reculer dans la vie plutôt que d'avancer. Le narcissisme a sa place dans le monde, car certains traits peuvent nous aider à rester concentrés sur nos objectifs et nous pousser à prendre soin de nous-mêmes avant de dépenser nos émotions et nos ressources pour les autres. Il n'est pas conseillé de basculer vers l'un des extrêmes du spectre. Nous ne pouvons pas vivre une vie qui soit uniquement dédiée aux autres, car cela nous épuiserait et nous ferait sentir que nous n'avons pas le droit de trouver nos propres plaisirs. De même, se concentrer uniquement sur nous-mêmes peut nous isoler des relations significatives et nous éloigner des choses qui devraient nous apporter du plaisir. Toute l'attention. Les narcissiques sont célèbres pour avoir besoin d'attention. Ces personnes prospèrent en étant constamment au centre de l'attention et elles doivent également recevoir des éloges et des admirations, même pour les petites choses qu'elles accomplissent. Parfois, ce qu'elles considèrent comme une réussite pourrait ne même pas en être une, du point de vue de la société en général. Cela peut créer encore plus de tension chez le narcissique, qui croit mériter des éloges qu'il ne recevra pas. En plus des éloges et de l'attention, le narcissique se verra également comme étant plus important que les autres autour de lui. Cela va de pair avec un manque d'empathie et de culpabilité envers les autres. Cependant, les personnalités narcissiques ont besoin de cette attention et de cet amour des autres, bien qu'elles puissent blesser les personnes dans leur vie, car elles ne peuvent pas se satisfaire elles-mêmes autrement. En réalité, cela est dû à une faible estime de soi, et malheureusement, le narcissique ne se rend pas compte qu'il a besoin d'aide à ce sujet, et, au contraire, se met en colère face aux plus petites critiques. Traits et caractéristiques du comportement narcissique. Alors que les manipulateurs peuvent troubler votre vie, les narcissiques peuvent créer des relations toxiques qui sont presque impossibles à rompre. Ces personnes ne comprennent pas les limites et sont incapables de comprendre ce que cela fait d'être vous. Si votre objectif est de prendre le contrôle de votre propre vie et de surmonter les obstacles qui vous freinent, vous devez donc être conscient des traits et caractéristiques du narcissique afin de pouvoir les éviter à tout prix. Ils s'attendent à être très estimés, même s'ils ne l'ont pas mérité.
tout ce qu'ils ont accompli sera exagéré. Le pouvoir, le succès et la beauté seront toujours leur priorité absolue. La colère et le ridicule sont des réactions courantes lors des conversations, car le narcissique doit toujours se sentir supérieur. Ils se comportent avec autorité et arrogance au point de se placer au-dessus des autres. L'impatience et la colère surgissent facilement, car un narcissique ne peut pas faire face à ses imperfections. Ils peuvent être envieux des autres et feront tout leur possible pour égaler la richesse et le pouvoir des autres. Mépriser ou réprimander les autres est dans leur nature, car ils sont des maîtres dans l'art du dialogue et de la conversation. Ils connaissent souvent des épisodes de dépression et des sautes d'humeur, car ils n'arrivent pas à maintenir leur façade parfaite. En profondeur, ils sont secrètement insécurisés, honteux et souvent humiliés par leurs défauts. Leurs véritables sentiments les rendent vulnérables, et puisqu'ils savent qu'ils ne pourront jamais atteindre le sommet et y rester, ils feront toujours face à un moment de désespoir. C'est ce qui les pousse à manipuler et à blesser les autres pour continuer à propulser leur propre succès et leur vie personnelle vers le sommet. Ces comportements et sentiments deviennent un cycle sans fin, et comme le narcissique ne peut recevoir de critiques ni d'autres formes de rétroaction, il est peu probable que son comportement change. Comment utiliser le narcissisme à votre avantage? Le véritable narcissisme peut avoir des conséquences terribles sur vos relations personnelles et professionnelles et peut avoir un impact sur votre santé en général. Plutôt que d'utiliser les traits et symptômes classiques du trouble de la personnalité narcissique, prendre du temps pour soi avant de dépenser son énergie pour tous ceux qui vous entourent est essentiel pour un soin personnel adéquat. Certains narcissiques chercheront toujours la satisfaction que la personne moyenne peut obtenir à travers des relations de qualité. Cela peut être dû à l'environnement, à la génétique héritée ou à la neurobiologie avec laquelle une personne naît, ce qui peut causer un véritable trouble du comportement narcissique. Parfois, le cerveau envoie des signaux qui déclenchent des comportements non désirés ni bienvenus. Cela peut entraîner des problèmes mentaux à long terme, tels que l'anxiété et la dépression, que le narcissique fera tout son possible pour nier et éviter. Trouver l'équilibre entre prendre soin de soi, se mettre en priorité et maintenir les relations qui comptent le plus pour vous est essentiel pour toute personne prête à consacrer du temps à trouver le succès, tant sur le plan personnel que professionnel. Dans tout cela, nous devons être conscients de ce que notre propre esprit nous a enseigné et être attentifs aux choses qui fonctionnent bien dans le monde qui nous entoure. Conclusion. Comprendre la psychologie noire peut nous aider à ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure et sur les relations que nous entretenons. Comme nous l'avons appris tout au long de ce livre, de nombreuses personnes utilisent les différentes techniques de la psychologie noire pour traverser leur journée. Nous avons tous utilisé de petits mensonges pieux et de la psychologie inversée à notre propre avantage. Et cela nous fait du bien de réaliser les choses sur lesquelles nous avons les yeux fixés. Mais nous sommes également conscients de l'impact que nos actions et nos paroles ont sur les personnes qui nous entourent. Garder cette empathie au centre de tout ce que vous faites peut vous aider à atteindre vos objectifs et à construire des relations qui offriront la qualité de vie que vous recherchez. La psychologie noire est un sujet fascinant qui illustre à quel point l'esprit humain peut être unique. Que vous l'étudiez pour apprendre à prendre le contrôle de votre propre vie et être plus assertif et confiant dans ce que vous faites, ou que vous espériez mieux comprendre les manipulateurs avec lesquels vous êtes entrés en contact et qui ont peut-être eu un impact négatif sur votre propre vie, la psychologie noire est vraiment un sujet fascinant dans lequel plonger. Utiliser les conseils fournis dans ce livre ne vous aidera pas seulement à prendre les rênes de votre vie et à vivre la vie dont vous avez toujours rêvé, mais cela vous aidera également à rester ferme sur ce qui est vraiment important dans ce monde. Nous voulons tous des voitures de luxe et des carrières illustres, mais ce sont les relations que nous construisons qui font de nous ce que nous sommes. Et si nous sommes capables de les maintenir tout en atteignant le sommet, alors nous pourrons regarder en arrière sur nos vies en sachant que nous avons vécu une existence épanouie
dont nous pouvons être fiers. Nous vous remercions d'avoir écouté l'un de nos livres audio captivants. Pour plus d'expériences immersives, voici un autre livre audio qui, nous en sommes certains, vous plaira. N'oubliez pas de montrer votre soutien en mettant un like à cette vidéo, en partageant ce que vous avez aimé dans ce livre audio dans la section commentaires ci-dessous, et en vous abonnant à la chaîne pour d'autres livres audio captivants comme celui-ci. Merci de faire partie de notre communauté de livres audio.